Les défis de la transition énergétique. Une émission proposée par FedExpert sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Imo. Aujourd'hui, une émission spéciale des défis de la transition énergétique, une émission consacrée à un sujet majeur pour toute la filière, les futures assises du diagnostic immobilier. Et quand je dis futur, c'est imminent, puisque c'est ce jeudi 21 mai qu'elles vont se dérouler. On va en parler en détail, puisque le DPE est devenu incontournable, bien évidemment, dans l'immobilier. Mais derrière cet outil, il y a des femmes et des hommes, les diagnostiqueurs. Et aujourd'hui, toute une profession cherche encore sa structuration, sa reconnaissance et sa stabilité. Alors, où en est réellement le DPE ? Pourquoi ces assises sont-elles importantes ? Qui représente vraiment la profession ? Et comment construire une filière crédible et durable? Pour en parler, 4 invités autour de cette table avec des regards complémentaires. Tout d'abord, Daniel Labaronne, député de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Bonjour monsieur le député. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là, parce que les assises du diagnostic immobilier, vous y êtes pour beaucoup et vous allez nous le dire bien sûr. Avec nous également Denis Potvin, qui est diagnostiqueur basé dans le Pas-de-Calais. Bonjour Denis. Bonjour. Membre de FedExpert également. Jocelyn Bouillon, bonjour Jocelyn. Bonjour. Vous êtes diagnostiqueur immobilier certifié, gérant de greendiag.com. Et puis bien sûr Fares Moueb qui est avec nous. Bonjour Fares. Bonjour à tous. Président de Wissert. Donc un superbe casting encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de cette coproduction Radio Imo et FedExpert, les défis de la transition énergétique, épisode numéro 6. C'est parti. Les défis de la transition énergétique, FedExpert. Pourquoi les assises ? Alors les assises du diagnostic immobilier, c'est un signal fort. Cela montre que le sujet est désormais considéré comme stratégique. Monsieur le député Daniel Labaronne, pourquoi avoir lancé ces assises aujourd'hui ? Alors c'est suite à un rapport que vous avez remis au ministre du Logement au mois de novembre dernier. Oui, tout à fait. Le ministre Vincent Jeanbrun a engagé une démarche de dialogue avec l'ensemble de la filière du diagnostic immobilier. En s'appuyant sur mon rapport parlementaire que je lui ai remis le 28 novembre 2025. Un rapport que vous avez demandé la ministre précédente, Valérie Létard. Absolument, Valérie Létard. Et la commande, c'était de réfléchir sur la faisabilité de la mise en place d'un ordre des diagnostiqueurs immobiliers. Alors, dans le cadre de mon rapport, j'ai fait 9 propositions. Voilà, c'est pas beaucoup, mais il m'a semblé, plutôt que de faire beaucoup de propositions, n'en faire que 9, mais auxquelles on tient vraiment de manière très forte. Et la première proposition de ce rapport, c'était effectivement d'organiser le plus rapidement possible les assises du diagnostic immobilier, de manière à réunir l'ensemble des acteurs de la filière autour d'une même table, avec un objectif simple, en définitive, construire collectivement un modèle de gouvernance crédible et opérationnel. Dans mon rapport, je faisais plusieurs propositions dans ce domaine. Mais dans votre rapport, vous n'avez pas voulu, excusez-moi, je vous interromps, vous n'avez pas voulu créer directement, en tout cas proposer directement l'ordre des diagnostiqueurs immobiliers. Oui, alors j'ai examiné 4 hypothèses. La création d'un ordre dédié, comme l'ordre des avocats, des architectes. Deuxième hypothèse, la création d'un quasi-ordre, c'est-à-dire quelque chose qui s'apparente à un ordre, mais qui n'est pas tout à fait un ordre. Ce sont par exemple toutes les fédérations sportives, la Fédération française de foot, c'est un quasi-ordre. La troisième hypothèse que j'ai formulée, c'était de éventuellement envisager le rattachement des diagnostiqueurs immobiliers à un ordre déjà existant. Voilà. Et puis, la 4e proposition, c'était en fin de compte de ne rien faire et de continuer en donnant la main au pouvoir public pour structurer la filière. Et j'ai donné ma préférence, parmi ces 4 hypothèses, à celle consistant à créer une fédération nationale des diagnostiqueurs immobiliers, donc un quasi-ordre, quitte à ce qu'on aille dans un deuxième temps vers un ordre, mais dans la mesure où c'est très compliqué de créer un ordre, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail sur le plan législatif, sur le plan réglementaire, et qu'en même temps, il y a urgence à structurer la filière. D'ailleurs, les professionnels le souhaitent, bien évidemment, en premier lieu. Eh bien,
Cette proposition d'un quasi-ordre m'a semblé être une proposition de moyen terme, réalisable facilement. Pour y aller progressivement, quoi, en fait. Y aller progressivement, par étapes. Mais ce sera aux professionnels de dire ce qu'ils veulent. Nous n'imposons rien, c'est notre démarche. Nous co-construisons avec les professionnels. C'était important pour vous, justement, de leur donner la parole et de les écouter aussi à l'occasion de ces assises qui ont lieu demain, ce jeudi ? Oui, parce qu'il ne s'agit pas pour le parlementaire que je suis ou la puissance publique, représentée par le ministre, de décider à la place des professionnels. C'est bien de construire avec eux un cadre de confiance partagé, efficace. Je crois que d'ailleurs cette ambition, elle est largement partagée et portée par les acteurs de la filière. Qui exprime le besoin d'une organisation plus lisible, plus crédible, davantage structurée pour accompagner au mieux l'évolution du métier. Mais, et c'est ma deuxième proposition après celle des assises, dire les choses très clairement. Si la profession, mais je n'y crois pas, mais si la profession ne parvenait pas à s'organiser collectivement pour garantir un dispositif fiable, indépendant et reconnu, alors il faudrait que l'État et les parlementaires prennent leurs responsabilités et interviennent donc par voie législative ou réglementaire. On ne peut pas différer le moment où, voilà, il faut sans doute mieux s'organiser, mieux se structurer, être plus lisible, plus efficace. Et ça passe bien évidemment dans un premier temps par l'écoute des professionnels et leur volonté collective de construire un dispositif. Mais si on s'apercevait qu'il y a des blocages à tous les niveaux, que personne ne veut avancer dans cette direction, ce que je ne crois pas, encore une fois. On n'en est pas encore là, on n'en est absolument pas là, mais en même temps, début 2027, les choses doivent être engagées avec les professionnels. Si on s'apercevait, je dirais, le ministre et moi-même, qu'on n'aboutit à rien et que 2027, ce sera encore une année perdue. Non. Là, on prendra nos responsabilités. Alors justement, nous avons des diagnostiqueurs autour de cette table. On va leur poser la question. Fares Moueb, est-ce que la profession avait vraiment besoin de ce rendez-vous ? Dans un premier temps, bien sûr, parce que ça fait c'est à la fois, entre guillemets, un jeune métier, mais c'est aussi un métier maintenant qui a un certain nombre d'années d'existence. Et c'est vrai qu'en fait, en termes, on va dire, de représentativité et aussi en termes de construction au niveau autour de ce métier, c'est vrai que, comme le disait monsieur le député, ce n'est rattaché à aucun ordre existant. Leurs architectes, éventuellement, des géomètres autres, ça n'existe pas. Donc, en fait, à un moment donné, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se fasse. C'est vrai que la fédération a été aussi en amont d'essayer de solliciter un peu les parlementaires pour pouvoir un peu avancer là-dessus. Et aujourd'hui, on est content qu'on ait trouvé écoute, et que ce soit aussi au sommet, parce que après ça va directement au niveau du ministre. Donc, on est très satisfait de cette rencontre-là. Est-ce qu'il faut aussi, quand on écoute Daniel Abaron en parler, on se dit, bon, est-ce qu'ils vont arriver à se mettre d'accord ? Il espère que oui. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut aujourd'hui remettre de l'ordre et de la cohérence dans les discussions ? Bien sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des diagnostiqueurs, il y a pléthore en fait de diagnostiqueurs, il y a plusieurs types, il y a des grands groupes, il y a des diagnostiqueurs auto-entrepreneurs, il y a des franchisés, etc. Donc, il y a indirectement aussi des intérêts économiques qui sont en jeu. Donc, il faudrait que la filière puisse s'organiser, mais indirectement, il ne faut pas léser les intérêts des l'un et des autres. Donc, c'est aussi pour cela que des fois, il pourrait y avoir des blocages. Je pense que ça se situera à ce niveau-là. Denis Potvin, vous qui êtes sur le terrain, comment cette annonce a été accueillie par les diagnostiqueurs ? Alors, j'ai pas beaucoup d'échanges avec mes confrères locaux. Oui. Au niveau de la fédération, on attend de voir de quoi il va en retourner demain. Par contre, j'en profite pour remercier monsieur le député du gros travail qu'il a pu faire. Je reviens sur l'aspect réglementaire et législatif que vous avez soulevé, qui est la base du métier. Il faut savoir que chaque rapport de diagnostic est signé par un technicien certifié. Donc c'est la sécurité pour un futur acquéreur d'un logement où il a la lecture d'un DPE, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui, d'un DPE ou d'un audit qui est réputé être fait par un opérateur certifié, un diagnostiqueur certifié par un bureau de contrôle, un organisme de certificateur, il y en a plusieurs. Donc tout ça c'est bien réglementé, bien structuré dans les textes, que ce soit pour un diagnostic gaz, un plomb, un amiante, un DPE.
Or, le diagnostiqueur doit fournir, moi je dois fournir, j'ai 2 décennies de travail, bientôt la certification depuis 2007, donc je subis cette réglementation, et je donne l'information à mon organisme certificateur des diagnostics que j'ai pu réaliser. C'est moi qui l'informe, j'étais là. Mais lui, il n'a aucun moyen de contrôle de vérifier que c'est moi, Denis Potvin, qui était en lieu et place pour faire le diagnostic. Donc, pour moi, il y a un pilier fondamental qui s'appelle la traçabilité. Il faut pouvoir tracer les choses. Comme on trace mon permis de conduire, comme on trace mes points sur... dans le cadre de mon travail, quand je suis chez quelqu'un, ça me gêne absolument pas de dire, de justifier que j'étais bien là, en lieu et place. Il n'y a pas d'atteinte à ma vie privée particulière. Ensuite, il y a la sécurité. Je suis diagnostiqueur certifié, je dois monter à l'échelle dans un grenier parce que le client me dit qu'il a mis 20 cm de laine de verre. Mais il n'en a pas la preuve. Il n'y a pas la facture de pose. Ou il l'a posé parce qu'il est allé dans une IGSB, il a un ticket de caisse. Mais le ticket de caisse, c'est pas une facture, ça ne me dit pas que le produit est bien en lieu et place. Je prends une échelle, je vais dans un grenier, je prends des risques. Le plancher peut être instable. Donc j'ai de la documentation là-dessus. Et je vais vérifier qu'il y a bien... C'est du vécu. C'est du vécu. Voilà, ce sont des exemples très précis. C'est du vécu. Okay. C'est du vécu. Donc je vérifie, c'est dire. Oui, monsieur le client, vous avez raison, il y a bien 20 cm de laine de verre. Ces 20 cm de laine de verre ont une grande importance parce que ça peut déclasser un logement de la lettre D à la lettre E, ou de E vers G, ou vers F et G par la suite. Donc ça, c'est l'opposabilité. Je produis un document, il est opposable. Effectivement, j'ai constaté. Dans le cadre d'une procédure d'assurance ou pire, au tribunal judiciaire, je peux en apporter la preuve parce que j'ai mes documents qui attestent de ce que j'ai pu voir, même si la laine de verre a été débarrassée par la suite. Tel jour, telle heure, à tel moment, il y avait 20 cm de laine de verre. Et en même temps, ça permet de vérifier les systèmes. La ventilation, est-ce qu'elle fonctionne pas, etc. Ce sont des critères importants qui doivent être mis en place dans le fameux DPE. De même que la présence d'amiante. Mais il faut pouvoir prouver. Donc, il faudrait inverser. C'est plus du déclaratif. Chaque diagnostic doit pouvoir être prouvé qu'il a été réalisé par un diagnostiqueur certifié, qui était bien là en lieu et place. Traçabilité, sécurité, opposabilité. Voilà. On est déjà dans les propositions, monsieur le député. Donc un concept qui s'appellerait TSO sous une forme de TSO index, avec des contrôles transversaux. Est-ce que du coup, Jocelyn Bouillon, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les diagnostiqueurs se sentent enfin écoutés quand on entend un petit peu ces échanges ? Ce qui est certain que pour moi, tout ce qui va permettre de structurer la profession va dans le bon sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve souvent face à une concurrence qui peut être déloyale par rapport à certains diagnostiqueurs qui ne seraient pas certifiés. Sur le terrain, on le voit aussi dans la pratique prix, qui sont des fois incohérentes par rapport à ce que demande en temps et en investissement notre métier. Donc, il y a une grosse attente sur ces assises, du moins, enfin de ma part, et j'espère qu'elles déboucheront sur justement une structure et en effet la traçabilité, comme le dit Denis, et permettre d'avoir un cadre dans notre profession. C'est important, effectivement. Alors, il y a un autre sujet sensible. Vous avez évoqué votre fédération, Denis, il y a quelques instants. C'est justement celui de la représentativité. Depuis plusieurs mois, beaucoup d'organisations prennent la parole au nom des diagnostiqueurs. Mais est-ce qu'ils représentent véritablement, réellement la profession ? Fares, est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de représentativité dans le secteur ? Aujourd'hui, on va dire que il y avait historiquement, on va dire 2 à 3 organisations depuis, grosso modo, depuis le départ de cette, on va dire, mouvance autour du DPE, etc. Il fallait s'organiser, déjà en termes d'organisation, pouvoir fédérer justement et arriver à ce résultat-là. Par contre, il me semble qu'aujourd'hui, je pense que monsieur le député a dû en voir pléthore, ça a dû lui faire beaucoup de travail, mais aujourd'hui, c'est un peu chacun brandit son drapeau, si je puis dire, sans vraiment être structuré. Après, tout le monde aura la parole, c'est le principe démocratique, mais des fois, par exemple, il peut y avoir une fédération avec une dizaine d'adhérents ou 10 accompagnants, si j'ose dire, qui veulent participer. Donc, c'est bien que ces assises-là aussi trouvent leur place, parce que justement, ils auront l'occasion de participer sous cette forme. Parce que si demain, maintenant, chaque groupe de 10 personnes se prétend fédération, je pense que sur les 10 000 diagnostiqueurs, il peut y en avoir 1000. Et je pense que le travail des parlementaires et du ministre va être très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on doit attendre justement à un rassemblement aussi de cette façon. Ça veut dire que certaines organisations parlent plus fort que d'autres. Vous avez ressenti ça aussi, monsieur le député ?
Écoutez, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que chacun voulait avancer de manière constructive, parce que j'ai rencontré des professionnels qui sont attachés à leur métier, qui sont un petit peu ennuyés de voir que certains ne respectent pas un certain nombre de règles. On parlait de gens qui ne sont pas certifiés, on parlait de gens qui font des diagnostics à 50 €, enfin bon, et cela nuit à l'image de la profession, et cela vient concurrencer des très bons professionnels. Et moi, j'ai eu en face de moi des gens qui aimaient leur métier, qui étaient de très bons techniciens et qui voulaient redorer le blason de cette profession. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fait une proposition qui consiste à changer le nom des diagnostiqueurs immobiliers et de dire, voilà, des experts en diagnostic immobilier, pour bien marquer toute la considération que j'ai pour cette profession. Alors maintenant... Ce sera plus facile à dire pour les journalistes en même temps. Hein. Diagnostiqueur, on bute toujours. Expert en diagnostic, c'est maintenant, est-ce que j'ai été confronté à une difficulté lorsque j'ai commencé mon travail? Oui, parce que quand j'ai vu toutes les personnes que je devais auditionner représentative de ceci ou de cela, je me suis dit, mais je vais y passer mes jours, mes nuits, mes week-ends, mes vacances, etc. Et d'emblée, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas bien, quoi. En gros, il y a 15 000 diagnostiqueurs immobiliers, il y en a 12 000 certifiés DPE, et on a une multitude d'organismes qui gravitent autour du diagnostic immobilier. Donc, non seulement il a fallu que je rencontre les diagnostiqueurs immobiliers, une profession très éclatée, mais en même temps les organismes de formation, les organismes de certification, les services publics. Alors, ça fait partie du job du député, c'est pas un problème, mais cette très grande hétérogénéité, dispersion, disparité, etc., d'emblée, je me suis dit, ça joue pas en faveur. C'est ça. De la profession. C'est ça. On peut se dire, il y a peut-être trop de prises de parole. Est-ce que vous vous reconnaissez justement dans les prises de parole, vous les diagnostiqueurs? La difficulté, c'est face au pouvoir public, quel est l'interlocuteur qui est reconnu par ses pairs, qui porte des revendications qui sont celles de la profession, d'une manière majoritaire, et qui peut faire évoluer, en lien avec l'exécutif et le législatif, un certain nombre de dispositions favorables à la profession. Bon. Et du coup, il m'est apparu absolument indispensable qu'il y ait d'abord cette prise de conscience qui était déjà dans la tête des diagnostiqueurs, bien sûr, hein, ils ne sont pas ignorants de cette situation-là, mais ces assises, c'est aussi pour dire, là, il y a une sorte de choc là, hein, qui doit nous amener collectivement à structurer, à s'organiser et à ne parler pratiquement que d'une seule voix, si c'est possible. Bon, alors il y a beaucoup d'organisations professionnelles. Il y a également une fédération des diagnostiqueurs indépendants. Eh bien, il faut tenter, à l'occasion de ces assises, de dégager les voies d'un consensus. Voilà. Ce sera peut-être pas forcément jeudi prochain qu'on y arrivera. On a prévu, et j'aurai l'occasion de le dire dans mon propos introductif, des séances de travail durant le deuxième semestre de l'année. Mais fin de l'année et début de l'année 2027, il faut que ce consensus soit établi. De mon point de vue, il faut qu'on crée cette Fédération nationale des diagnostiqueurs immobiliers, avec par conséquent des structures de représentation, d'élection. Qui sera le président de la Fédération nationale des diagnostiqueurs immobiliers? Comment on organise les choses? Bon, tout ça, ça demande un peu de temps, un peu d'engineering, un peu de réflexion. Le ministre et moi-même, nous voulons travailler avec les professionnels pour aboutir.
Le ministre Vincent Jeanbrun qui sera présent d'ailleurs Bien sûr. pour ces assises de l'immobilier ce jeudi. Est-ce que vous êtes d'accord, Denis Josselin, vous qui êtes sur le terrain aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut vraiment... Est-ce qu'il y a trop de confusion aujourd'hui? Est-ce que les organisations, est-ce que vous y reconnaissez dans les propos des organisations? Est-ce qu'elles n'apportent pas de solution, que ça parle beaucoup? Quel est votre retour là-dessus? Moi, ce que j'ai pu constater, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de distorsions entre les différentes justement organisations, entre celles qui vont défendre les gros acteurs. Il y a en effet les diagnostiqueurs indépendants dont je fais partie, qui sont directement acteurs sur le terrain, et on n'a pas tous les mêmes intérêts. Et qu'aujourd'hui, on a besoin en effet d'un cadre, et on a besoin d'un, si je puis dire, comme peut-être que vous le dites, une fédération qui va encadrer cela et défendre les intérêts généraux, et pas que chacun défende ses petits intérêts particuliers. Et moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt mes attentes, et je pense que les assises peuvent permettre justement de vraiment cadrer la profession, et pour moi, il y a un besoin aujourd'hui dans ce sens-là. Denis, votre retour vous, sur le sujet? En ce qui me concerne, je pense que l'état des lieux est fait. Le diagnostiqueur que je suis, qu'est Josselin, tous les jours au quotidien, on a on a un rôle de service public pour la sécurité des occupants, la sécurité des travailleurs, dans le cas des diagnostics différents, mais une responsabilité vis-à-vis de la dette publique, qui, je pense, est un sujet d'actualité en ce moment. Je m'explique. Expliquez-vous, parce que j'ai l'impression un DPE tronqué, donc une maison classée en lettre D, pourrait être dégradée en lettre F ou G pour un souci de rénovation globale avec des aides publiques. C'est donc de la dépense publique, c'est donc de la dette. Donc tout ça, ça doit être sécurisé. Ça doit être tracé de la base. Donc le DPE, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui génère des investissements pour le bien-être des Français. Or, je pense qu'un Français qui est bien logé est un travailleur qui va produire, qui va enrichir la nation par le PIB. Pour moi, c'est très, très important. Donc, il faut vraiment que le doigt soit mis là-dessus, sur la sécurité, la traçabilité et l'opposabilité de l'opérateur qui vient sur place, parce que les conséquences derrière, elles sont très importantes. Dans le document que j'ai rapporté, malheureusement, qu'on ne peut pas... Que vous allez remettre à Denis Labaron. Une rénovation qui était faite en 2015-2016. À l'époque, c'était du crédit d'impôt. Et aujourd'hui, j'arrive parce qu'on revend la maison, et j'ai un taux d'humidité de 100% sur un mur en torchis. C'est-à-dire que la perspirance est obsolète. Le mur ne respire pas. Donc, la pauvre, le jeune ménage modeste, peut-être, par rapport à cette configuration-là, va s'endetter sur 20 ans, 25 ans, pour une maison qui a des pathologies qui sont très graves. Ça doit être décelé à la base. Voilà. C'est donc un métier d'expertise. Donc, pourquoi pas expert en diagnostic ou diagnostiqueur, peu importe le terme, mais le rendu qui doit être fourni doit être irréprochable et doit être opposable et doit être sécurisé par le traçage. On en est déjà au sujet que je voulais aborder ensuite sur savoir ce qu'est le DPE, où en est-on vraiment. Fares, peut-être une réaction sur tout ce qui vient d'être dit. En fait, je vais reprendre un petit peu, je vais peut-être un peu plus court, mais en fait, compte aujourd'hui, Josselin a parlé des intérêts, je le conçois. Nous, en tant que fédération, on a des points de divergence, on a des points d'accord communs sur la concurrence des lois, etc. Les points de divergence, malheureusement, avec mes confrères, c'est qu'il y a certains confrères qui ne veulent pas de contrôle, pas de certification, pas de formation, qui veulent rien du tout. Ça, malheureusement, c'est pas possible. Dire oui, on subit des contrôles, mais ils sont pas bons ou je ne sais quoi, malheureusement, c'est pas possible. Et en fait, compte aussi, monsieur le député, de toute façon, le verra, puis par la suite, je pense, dans les groupes de travail, les principaux points de problème sont de cet ordre-là. Parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire oui, ma certification coûte cher, par exemple, parce qu'il y a plus de contrôle. Mais le problème, c'est pas la certification. Le problème, c'est parce que le diagnostiqueur ne peut pas payer sa certification ou ses contrôles parce qu'il vend sur des DPE trop bas. Et pourquoi il vend sur des DPE trop bas? Parce qu'il y a de la concurrence déloyale. Donc on aura beau, façon de parler, enlever des choses ou quoi, on devrait s'attaquer par le problème par la racine. Mais ce sera l'objet aussi des groupes qui seront faits a posteriori de ces assises. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Daniel Labaron, vous en êtes conscient, bien évidemment, avec votre rapport. Tout ce qui est dit là, ce sont des choses que vous avez entendues, j'imagine, lorsque vous avez fait votre rapport. Le système actuel, il est vraiment perfectible, on peut dire ça?
Oui, bien sûr, mais comme tout système, hein, on n'est pas non plus, comment dirais-je, sur un terrain vierge. Hein. Parce que vous avez évoqué la réglementation, elle est déjà très copieuse. Hein. La profession est malgré tout très encadrée. La puissance publique, la DHUP a fourni beaucoup de textes. Hein. Moi, je ne suis pas d'ailleurs dans cette logique de création de nouveaux textes. Hein. Je suis peut-être même plus dans une logique de simplification. Mais ce que les uns et les autres disent, bien évidemment, je l'ai déjà entendu, et il faut qu'on y apporte une réponse de manière collective. Il se trouve que je suis vice-président de la Commission des finances. La question de la dette, ça me préoccupe particulièrement. Vous avez raison. Quand il y a de la triche et qu'on peut obtenir des subventions pour soi-disant rénover un bâtiment qui est classé en F, mais qui en définitive est en D. Bon, pour obtenir la lettre D, après avoir encaissé l'argent, ça c'est inadmissible. Il faut lutter contre ça. Absolument. Il y a les petits, il y a les gros. Dans la Fédération française de foot, hein, vous avez ceux qui participent alors je suis pas très bon en foot, mais à l'Euro, machin truc là. Et puis vous avez le club de ma commune, dont j'ai été maire, Bléré, le Football Club de la Vallée du Cher. Bon, voilà. Mais ils sont dans la même fédération. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont une charte éthique. Que vous soyez footballeur du Val-de-Cher, Bléré, ou du PSG, vous devez respecter le même code déontologique. Si vous faites une mauvaise action, vous avez un carton rouge et il y a un système disciplinaire qui se met en place, que vous soyez dans une petite ou dans une grande équipe. Et vous avez un système de sanctions qui s'applique. Par conséquent, c'est pas tant la divergence entre petits et grands, c'est le fait que, comme vous l'avez dit, il faut un cadre qui concerne tous les acteurs de la filière, comme tous les footballeurs qui appartiennent à la Fédération française de football, que les choses soient très claires, soient très lisibles, que le système disciplinaire soit connu de tous et que les sanctions soient opérationnelles pour, justement, faire en sorte que tous les mauvais, les tricheurs, les margoulins soient éjectés. Opérationnel et appliqué. Bien sûr. Mais du coup, si ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont en charge la définition d'un système disciplinaire et la mise en œuvre des sanctions, j'aime autant vous dire que ça va être sans doute beaucoup plus efficace que si c'est une administration un petit peu éloignée des préoccupations économiques des uns et des autres. Vous voyez ? Je vais juste rebondir là-dessus. Ça reste bien sûr. Parce que les députés est très juste, mais il faudra, après, voilà, hein, j'anticipe peut-être un peu sur les prochaines journées, mais il faudra faire très, très attention aux principes, vraiment, en fait, au niveau de l'exemplarité et aussi à tout ce qui est impartialité. Parce qu'en fait, quand si demain, par exemple, j'ai une bêtise, vous donnez éventuellement, si on parle d'une quasi-fédération, j'ai une bêtise, un responsable de la région Nord et qui a comme concurrent monsieur Denis Potvin, il va tout faire éventuellement des fois pour lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que c'est ce qui se dit aussi quand on parlait des quasi-ordres ou des ordres. Je disais, attention, s'il y a un chef-lieu, une tête en région, un tel ou un tel pourra éventuellement mettre ce qu'on appelle des boules puantes sur une personne. C'est pour ça qu'aussi, des fois, mettre des gens du milieu, oui, mais je pense qu'il faudrait toujours qu'il y ait cette notion d'accompagnement des pouvoirs publics. C'est pour ça que c'est vrai que, de mon point de vue, ça aurait, dans un premier temps, pour poser les premiers jalons, d'avoir quelque chose d'accompagnement pour que les pouvoirs publics se disent « Ok, on voit ce qui se passe, on a mis la loupe dessus, on suit un peu de loin ce qui se passe, mais aussi indirectement de près, parce qu'on peut compter sur nos administrations des HUP, des GEC, et aussi d'un point de vue aussi, on va dire plus le COFRAC aussi, qui est garant du dispositif de certification et d'application, de ce point de vue-là, et de garder justement les acteurs présents. C'est ça que la profession, d'une part, est déjà un peu structurée. C'est vrai qu'après, c'est indirectement aussi les intérêts privés qui ont fait que ça a pris un peu départ dans certains, on va dire, dans certaines dérives. Mais en tout cas, on ne peut pas reprocher au pouvoir public de ne pas s'en occuper. Le rapport de Daniela Baronne, et juste avant, il y avait eu le plan de Valérie Létard, et également qui avait fait quand même avancer les choses. Est-ce qu'il va dans le bon sens, selon vous, ce plan de Valérie Létard, ou est-ce qu'on manque encore de recul pour le juger Denis Potvin. C'est très bien parce que ça a mis le doigt sur un problème.
les tickets différés qu'on peut contourner. Hein, bon. Mais c'est déjà un point de départ. Il y a 3 mesures qui ont été mises en place, le QR code, etc. Donc c'est bien. Maintenant, il faut que ça ait été mis en place. Maintenant, il faut que ça monte en puissance et qu'il y ait beaucoup plus de verrous pour fiabiliser les diagnostics. Jocelyn, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on manque de recul, justement, par rapport à tout ça, aujourd'hui encore? C'est quand même assez récent et tout n'a pas été encore appliqué. Donc, en effet, oui, moi, je pense qu'on manque de recul et que ça va arriver avec les nouvelles mesures, si elles sont mises en place, prochainement. En tout cas, tendre vers plus de simplicité, hein, c'est ce que vous nous disiez, monsieur le député. Oui, mais en même temps, je crois impératif d'abord d'entendre tous les professionnels et d'apporter des solutions très concrètes à leur demande. Hein. On part des professionnels. C'est pas la puissance publique d'en haut qui va décider pour vous. C'est vous qui allez nous dire, voilà, la question de la traçabilité, de la sécurité, de l'opposabilité. Bon, tout ça, on a bien conscience de ça. Les verrous, vous avez évoqué. Bon, alors d'abord, rappelez qu'on a, je crois, 16 ordres professionnels. Et il y avait cette interrogation au départ. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que la règle de l'impartialité dans les ordres s'appliquait de manière parfaite. Bon. Imaginons que lorsqu'on crée un quasi-ordre, il y ait peut-être des intérêts qui fassent que, des petites choses puissent se faire. Moi, je souhaite qu'on puisse, bien évidemment, maintenir la présence des pouvoirs publics, s'agissant de la réflexion sur la question de la discipline, la question des sanctions. Bon, qu'il y ait un représentant de la DHUP. Bon, s'agissant de la structure disciplinaire qui débouche sur des sanctions, dans la plupart des ordres, vous avez à la tête du tribunal ordinal, vous avez un magistrat des tribunaux administratifs qui assure justement l'impartialité et qui prend des décisions, d'ailleurs en fonction du droit existant, et compte tenu des règles qui ont été retenues dans le cadre de votre profession. Donc oui, moi je suis conscient qu'il faut mettre des verrous de sécurité. Bon. Je ne suis pas inquiet, à moyen et long terme, les choses vont se réguler, vont faire en sorte que la question de l'impartialité ne se posera plus. Ceci étant, 1, la présence de l'État, 2, sans doute un juge des tribunaux administratifs dans le cadre des structures disciplinaires et de sanctions, ça me paraît être le bon moyen d'assurer une forme de neutralité, et aussi qui donne de la crédibilité, si vous voulez, à la structure que nous allons mettre en place, que vous allez mettre en place. Voilà, donc ce sont des réponses, ce sont des interrogations légitimes, mais auxquelles nous avons des réponses techniques. Vous voyez ? Oui. Vous êtes d'accord avec tout ça, Fares ? Bien sûr, de toute façon, après, voilà, on a plusieurs groupes de travail qui vont se créer, mais c'est vrai que de toute façon, il fallait qu'il y ait c'était un peu les craintes, d'ailleurs, le député disait par rapport aux ordres précédents, les craintes, c'était qu'il fallait que, vu que la profession se construit par les acteurs, et Jocelyn disait tout à l'heure, vu qu'il y a déjà de la concurrence déloyale entre certains, si ça se reproduit, on n'avancera pas. Donc c'est vrai qu'après, s'il y a des garanties d'impartialité avec les pouvoirs publics qui vont mettre à contribution ce qui existe déjà dans l'organe public, ça fait partie de la simplification, parce que créer d'une fédération un ordre, en ces termes de coût budgétaire, si on doit rajouter encore des millions d'euros pour le faire, c'est pas forcément l'intérêt public. Donc c'est vrai qu'il faudra trouver aussi avec des solutions existantes, qui existent déjà, simplifier et mixer éventuellement des solutions qui peuvent exister aussi dans certains quasi-ordres ou ordres existants. On a vraiment le sentiment, oui, monsieur le député. Si vous permettez, oui, à propos du coût, et je rebondis sur la question des assurances, etc. À partir du moment où il y aura une fédération, on peut imaginer que ce soit la fédération qui contracte avec les compagnies d'assurance pour l'ensemble des professionnels, adhérents, bien évidemment, à la fédération, et bien évidemment, celui qui n'est pas adhérent à la fédération des diagnostiqueurs immobiliers ne pourra pas exercer le métier de diagnostiqueur immobilier. Ça, c'est très clair. L'adhésion sera obligatoire. Bon. Mais à partir de ce moment-là, on peut imaginer que vos contrats d'assurance qui vous coûtent de plus en plus cher. Sure. Et par ailleurs, il y a de moins en moins d'opérateurs qui acceptent d'assurer les diagnostiqueurs immobiliers.
Donc, c'est une chose que vous vivez sur le terrain. Absolument. On travaille avec rigueur. On n'est pas à l'abri d'une bêtise, hein, mais bon, 2 décennies, 0 sinistre, et mes primes d'assurance, elles ne font qu'augmenter. Donc je paye pour ce que Jocelyn cite, hein, donc les opérateurs défaillants ou ceux qui blaquent le travail, parce qu'ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas surveillés, parce qu'ils ne sont pas certifiés, ils ne sont pas tracés. Oui, mais quand vous allez voir votre assureur, comment dirais-je, il y a une expression, mais vous êtes seul en face d'un mastodonte. Hein, c'est ça. Bon. Demain, si c'est la fédération qui négocie, ce sera 2 mastodontes qui seront face à face. Parce qu'il y aura une fédération qui représentera 15 000 professionnels. Vous avez parfaitement raison, monsieur le député. Bon. Donc c'est un moyen de réduire les coûts. S'agissant des formations, s'agissant des systèmes de contrôle, plus vous réalisez d'économies d'échelle, plus vous baissez les prix. Hein. Donc, bien sûr qu'il faudra de l'argent pour faire fonctionner cette fédération. Mais en même temps, je suis persuadé qu'elle permettra aux diagnostiqueurs de faire des économies, parce que ce seront des économies liées à la masse représentative que constituera la Fédération nationale des diagnostiqueurs immobiliers. Vous avez évoqué l'aspect que je trouve important il sera obligatoire pour tous les diagnostiqueurs d'adhérer à la fédération. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les diagnostiqueurs? Vous êtes favorable à cette idée-là? Est-ce que ce n'est pas une contrainte supplémentaire qu'on va demander aux diagnostiqueurs? Je vous pose la question. Une entreprise dont le gérant et l'employé cumulent que 3 certifications à 2. Adhérer. Est-ce qu'ils peuvent adhérer? Alors, il y a des sujets pratico-pratiques. Il faudra qu'on se penche très concrètement sur ces questions-là. Moi, j'ai pas de baguette magique pour régler tous les problèmes comme ça. On examinera le problème, mais l'idée, quand même, c'est de faire en sorte que, pour être diagnostiqueur immobilier, faudrait appartenir à une fédération. Ça, c'est l'idée. En même temps, si vous réduisez votre facture d'assurance de 50% grâce au fait que vous êtes adhérent, vous aurez plutôt intérêt à prendre votre carte. Je prends le cas des assurances, mais il y a bien d'autres domaines. On peut imaginer que les outils numériques qui permettront la traçabilité, ils existent sur le marché. On les connaît parfaitement. Bien sûr. Bon, vous arrivez avec un petit ordinateur, une petite tablette. Eh bien, la tablette va permettre de reconnaître la longitude, les coordonnées GPS très précisément de votre intervention, l'horaire à laquelle vous intervenez, la hauteur à laquelle vous intervenez, etc. Mais si vous êtes une fédération, vous achetez 15 000 tablettes comme ça. Et ça vous coûtera certainement beaucoup plus cher que si vous êtes le seul à l'acheter tout seul face à un géant du numérique. Denis. Oui. Monsieur le député, vous me faites énormément plaisir. Eh ben, j'en suis très heureux. Énormément plaisir. Vous avez cité, c'est de bonne augure pour les assises. Vous avez cité la traçabilité, la sécurité, l'opposabilité. Vous venez de citer la géolocalisation, le GPS. Donc, vous êtes parfaitement aligné avec cet acronyme de TSO. Voilà. On a compris les éléments de langage de Denis Potvin, traçabilité, sécurité, il va opposabilité. le tatouer sur le front. Il va le tatouer pour ce jeudi. Peut-être un mot sur la question de l'opposabilité. Alors, depuis que le DPE est opposable, il porte atteinte potentiellement à un droit fondamental dans notre système juridique français. Oui. C'est le droit de propriété. Absolument. C'est un droit qui est issu de la Révolution française. Absolument. C'est pas rien quand même. Et donc nous avons un outil, le DPE, dont on peut considérer qu'il a été renforcé, musclé, etc., qu'on l'a consolidé, mais de mon point de vue, on peut encore faire mieux. Mais vous avez un objet qui s'attaque à un droit fondamental. C'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte quand même. Bon. Eh bien moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un outil qui soit au même niveau que le droit auquel il est opposable, c'est-à-dire le droit de propriété. Absolument. Voilà. Ça, il faut que ce soit aligné parce que on ne comprendrait pas qu'il en soit autrement compte tenu des acquis de la Révolution française. Voilà. Donc
Le DPE, c'est pas un petit C'est pas outil. anodin. C'est pas anodin. On entre chez les gens, et moi j'en ai pleinement bien sûr. confiance. Quand je vais chez les gens, j'essaye d'accueillir les gens chez eux, poser le contexte, poser la réglementation, quels sont mes devoirs, et si je dois ouvrir une porte de placard, je demande l'autorisation pour ouvrir la porte de placard, parce que je suis dans l'intimité des gens. Et ça, c'est de la pédagogie qu'il faut avoir, que le diagnostiqueur doit avoir, et c'est pas reconnu. Hein, Sauf que vous me direz si je me trompe, mais dans 3/4 des fois, enfin quand vous intervenez, dans 3/4 des situations, vous n'avez pas les propriétaires en face de vous. Ou très peu de propriétaires sont là, présents. Enfin, c'est ce qu'on me disait. Et moi, je pense qu'il faut aussi responsabiliser les propriétaires. C'est très compliqué. Enfin, ça dépend des secteurs. Oui. Voilà. Ça dépend parce que, par exemple, Parlez bien dans le micro, Jocelyn. Oui. Denis et moi, on intervient sur 2 secteurs complètement différents. Moi, j'interviens beaucoup sur Paris et la petite couronne. Denis en province, dans le Pas-de-Calais, et on n'a pas du tout la même typologie de biens, de clientèle. Et moi, c'est vrai que les propriétaires, une fois sur 2, ils sont pas là. Les biens sont vides. Et donc, du coup, imposer, comme j'ai pu l'entendre, que le propriétaire soit là à chaque intervention, enfin, pas dans cette émission, mais je sais que ça a été un moment demandé par certaines personnes. Moi, ça me paraît très compliqué. Donc, faut aussi étudier un petit peu quelque chose d'assez général qui peut s'appliquer suivant les sectorisations et les types de clientèle et les types de marchés qu'on peut avoir. Je reviens juste sur ce que Jocelyn a dit, parce qu'en fait, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un et ou son représentant. Donc ça peut être aussi un agent immobilier, etc. Oui. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, normalement, monsieur le député le disait aussi, il faut les impliquer. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont les connaissances du bien. Et en fait, sur cette base déclarative, indirectement, on parlait d'assurance tout à l'heure, quand ce sont les déclarations du propriétaire qui font qu'entre guillemets, vous avez mis telle ou telle information, indirectement, ça vous dédouane. Parce que quand vous mettez vos observations selon le propriétaire, etc., ça vous dédouane. Parce que on rappelle que le diagnostic de performance énergétique, c'est non destructif. On n'est pas censé casser ce qu'il y a derrière les murs, on n'est pas censé ouvrir telle et telle gouttière ou autre. Donc en fait, si le propriétaire aussi, il doit être conscient, parce que il faut éduquer tout l'écosystème. Les agents immobiliers aussi doivent être au courant qu'on ne fait pas des peu parce qu'on veut précipiter une vente ou parce que ceci, parce que cela. Il y a eu un reportage encore un petit peu à charge, si j'ose dire, hier à France 2 qui a fait une enquête là-dessus de 4-5 minutes. On a encore malheureusement trop ce genre de choses où les diagnostiqueurs se sentent opprimés par la partie agent immobilier qui dit voilà, on m'en dépêche, il faut que je sorte une bonne note, sinon je travaille plus avec cette agence, etc. Donc c'est aussi quelque chose que je pense qu'il faut aussi prendre en charge, ce qu'on appelle l'écosystème, parce que je pense qu'en tant que diagnostiqueur, vous avez dû avoir, comme moi je l'ai eu par le passé, une espèce de petite pression, que ce soit sur les tarifs, que ce soit sur l'exécution d'un diagnostic, ou indirectement, je vais être un peu familier, je te prends plus parce que toi, tu es trop sévère ou que sais-je, alors qu'il n'y a pas de sévère ou non, c'est faire un constat de la réalité du bien, quel qu'il en soit la note. Ça veut dire qu'on le craint, le diagnostiqueur, en tout cas son résultat? Bien sûr, je pense que les diagnostiqueurs qui sont là... Aujourd'hui, il a beaucoup d'incidence, même sur l'obtention de certains prêts. Bien sûr. Voilà. Et donc, ça découle de toute la chaîne et de tout l'écosystème aujourd'hui de la vente d'un bien, que ce soit de l'affichage et de la mise en annonce. Donc, quand il y a plusieurs agences sur le coup, elles veulent la note rapidement pour pouvoir mettre l'annonce rapidement, puisque c'est obligatoire d'avoir la classification énergétique. Et par la suite, le client qui redoute en effet cette classification, l'agent immobilier qui va devoir changer son argumentaire, enfin le prix qui va bouger et les financements qui peuvent en découler aussi. Daniela Baronne. Oui, 2 choses. D'abord, moi je crois qu'il faudrait réhabiliter l'idée du carnet de santé du bien immobilier. Voilà. Inciter chaque propriétaire à remplir le carnet de santé de son bien, ou une fiche d'identité. Bon, moi personnellement, c'est ce que j'ai dit à mon épouse, à chaque fois qu'on fait des travaux, qu'on change une vitre, qu'on met du double vitrage, etc., je dis, écoute, on se fait un beau cahier, là, et le jour où on vendra la maison, on le présentera au diagnostiqueur. Comme ça, il saura très précisément ce que nous avons fait. Intéressant, vous avez raison. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... ça, je l'ai mangé. C'était sur ce que vous disiez à l'instant. Tac. Oui, moi, je ne veux plus entendre un agent immobilier dire à un diagnostiqueur « Tu m'as fait perdre une vente à cause de ton étiquette. » C'est ça.
Non, mais ça, c'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle, parmi les 9 propositions, j'ai avancé une idée qui consiste à responsabiliser les donneurs d'ordre. Que ce soit les agents immobiliers, que ce soit les notaires, et que tout ne repose pas sur les épaules du diagnostiqueur. C'est trop facile, ça. Hein, bon. Par conséquent, il Est-ce qu'à la fin, ça va quand même leur retomber dessus, finalement? Est-ce qu'à la fin, ça va pas quand même leur retomber dessus parce que le résultat, c'est eux qui vont le donner? Écoutez, il y a effectivement des émissions, des journalistes qui prouvent que des agences immobilières pratiquent ce genre de pression sur les diagnostiqueurs. Il suffit d'en prendre un sur le fait de le sanctionner lourdement. Je pense que ça assainira un petit peu les choses. Voilà, donc il faut, de mon point de vue, il faut s'engager dans cette direction, de manière à fiabiliser, à redonner confiance aux diagnostics et aux diagnostiqueurs, faire en sorte que cet outil qui porte atteinte fondamentalement à la fois au droit de propriété, mais à la question de la transition écologique et donc aux aides publiques qui vont avec, qui nourrit, ou fait vivre, plus précisément, des professionnels qui font bien leur métier de manière consciencieuse. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte, doivent être mis en avant pour que l'ensemble de l'écosystème reconnaisse de manière objective le rôle éminent que jouent les diagnostiqueurs immobiliers. Alors, on ne va pas, en 1 heure d'émission, pouvoir faire tout ce qui va se faire ce jeudi aux assises du diagnostic immobilier. Mais il y a un sujet dont j'aimerais que l'on parle également, qui est un sujet important, souvent débattu, celui de la formation. On a d'ailleurs consacré une émission ici même à ce sujet. On entend souvent dire que les formations seraient insuffisantes pour les diagnostiqueurs. Fares Moueb, est-ce que cette critique est vraiment fondée ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que on peut partir, bien sûr, que le métier a évolué. Donc forcément, les formations, si j'ose dire, d'antan, ne sont pas forcément aujourd'hui plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je pense que maintenant, les formations se sont allongées. On va dire que c'est des délais dits réglementaires. Il faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle le parcours de la personne. Vous pouvez avoir un ingénieur en bâtiment qui se reconvertit en diagnostic. Donc lui, par exemple, 10 ou 15 jours de formation accrue sur une norme, il va pouvoir la maîtriser à la perfection. Par contre, une personne un peu plus éloignée du métier, parce que le diagnostic est aussi un métier de personne en reconversion, et Dieu sait quel emploi ça crée dans ce domaine-là, peut-être voir à adapter ce genre de formation. Par contre, on a aujourd'hui, les organismes de formation ont divers parcours, que ce soit des parcours longs ou courts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on appelle le positionnement du diagnostiqueur qui va se positionner sur ce type de formation en fonction de ses connaissances. Mais si je veux dire que moi, je prends toujours l'exemple du permis de conduire et du code de la route. Quand vous sortez d'auto-école aujourd'hui, il faut minimum de 20 heures. On sait tous que, entre guillemets, à 20 heures, vous ne savez pas forcément conduire, mais vous avez les bases pour vous lancer éventuellement, le code de la route, la sécurité, etc. Et après, c'est un complément de formation qu'il faut avoir soit soi-même auprès d'un centre de formation ou indirectement intégrer une structure, parce qu'il y a des entreprises aussi qui forment, parce que c'est sur celles qui vont recruter le diagnostiqueur et qui vont les former, mais bien sûr, encore faut-il le former aux bonnes pratiques. C'est quoi la durée de formation idéale? Alors, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Fares, il y a certains qui trouvent que c'est trop court, d'autres qui trouvent que c'est trop long, mais en même temps, si c'est trop long, on manque déjà de diagnostiqueurs. Voilà, exactement. L'employabilité est très forte. On est sur un métier en tension. On est aujourd'hui, il y a quasiment 7 à 8 000 offres de diagnostiqueurs. Il n'y en a même pas 2000, 2500 qui sont pourvus. Donc, voilà, c'est un métier en tension. Mais c'est vrai que si les formations sont trop longues, l'employeur n'en a pas forcément envie, parce qu'il se dit, je préfère quelque chose d'un peu plus court, mais je le forme indirectement chez moi, donc ce sera mieux et puis sera formé au process. Mais après, il ne faut pas non plus que ce soit trop court non plus, parce qu'il y a un minimum quand même à savoir. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses d'un point de vue réglementaire qui sont sorties, et il faut aussi laisser ce temps-là à ce qu'on appelle la formation et la montée en compétences et la formation dite continue. Parce qu'aujourd'hui, un diagnostiqueur, il en apprend tous les jours sur son terrain, il y a la formation pratique, et indirectement, quand il fait un peu trop de terrain, mais qu'il s'éloigne un petit peu, si j'ose dire, des bancs de l'école, et ben, des fois, il lui faut une piqûre de rappel au sein d'un organisme. Et c'est bien que le dispositif aujourd'hui de formation continue au cours de son cycle, qui est aujourd'hui en place, je trouve qu'il a bien été mis en place et qu'il est très important pour les personnes aujourd'hui qui sont certifiées sur 7 ans. Imaginez quelqu'un qui est certifié sur 7 ans, qui ne se reforme plus en 7 ans au dispositif actuel, il sera largement et très vite perdu. Donc je pense que ce dispositif-là est quelque chose de pas mal dans la filière. Denis, justement, est-ce que sur le terrain, on manque aujourd'hui de diagnostiqueurs certifiés? Absolument. Oui. En fait, parlez bien dans le micro aussi. Les diagnostiqueurs fantômes devraient passer à la classe formation et certification.
Tout simplement. Voilà. Tout C'est-à-dire, simplement dit. attendez, moi, je comprends pas. En fait, ce que je veux dire, Denis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, techniquement, oui, il manque peut-être 7 à 8 diagnostiqueurs, mais en gros, il y a une réponse au marché qui est apportée parce qu'il y en a qui exercent sans certification. Et en fait, il y a aussi des fois des employeurs qui peuvent embaucher une personne avec ses certifications et embaucher 4 personnes qui travaillent dans le même écosystème sans certification. Donc, comme le dit, des diagnostiqueurs fantômes. Et c'est là, malheureusement, c'est un peu l'histoire de la fédération un petit peu tout à l'heure, de l'adhésion obligatoire. C'est qu'en fait, vous pourrez indirectement jamais empêcher quelqu'un d'exercer dans ce cadre-là. Voilà, comme vous dites, c'est du pratico-pratique. Voilà, faut trouver pour quelque chose faire consensus, mais c'est vrai qu'il y aura. Oui, c'est un métier d'humain. Donc c'est pour ça qu'indirectement, on peut tracer, on peut apporter des outils complémentaires et technologiques, mais après, il faut quand même qu'il y ait un suivi humain derrière. Et c'est justement l'importance des organismes de certification qui font ce suivi au fil de l'eau sur ces 7 ans de certif, où là, il y a besoin vraiment de se reposer sur un système qui est déjà existant et avec, bien sûr, le COFRAC qui est derrière et des organismes comme la DHUP. On revient au sujet de la traçabilité, cher à Denis, aujourd'hui. Jocelyn, vous le sentez? Il y a un manque d'attractivité du métier aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je pense que le manque d'attractivité aussi, il se fait par l'image qui peut être des fois communiquée, enfin transmise au niveau ou montrée du diagnostiqueur sur certaines émissions. Après, il y a aussi une question de positionnement. C'est vrai que la concurrence, je reviens un peu toujours sur ce thème, mais la concurrence déloyale fait que c'est difficile des fois d'avoir un modèle économique viable. Donc, c'est des choses qui jouent en effet sur le manque d'attractivité aujourd'hui du métier. Ouais. Monsieur le député Daniel Labaronne, faut-il reconnaître le métier comme métier en tension qu'évoquait Farest tout à l'heure? Est-ce qu'il faut mieux accompagner le financement aussi des formations? Alors, d'abord dire qu'aujourd'hui, il y a une quarantaine d'organismes de formation. Bon. Là aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas, rationaliser, recentrer, pour que ça coûte d'ailleurs moins cher, parce qu'à chaque organisme de formation, vous avez la secrétaire, le bureau, le directeur, etc. Bon, c'est une question que je pose. Mais ce n'est pas dans mon champ d'expertise. Je rappelle qu'il y a un rapport qui a été commandé à M. Pigicazo qui interviendra à l'occasion des assises du diagnostic, puisque je rappelle quand même qu'à l'occasion de ces assises, il y aura 3 tables rondes. L'une qui portera sur la mise en place d'un code commun de déontologie, ainsi que sur le renforcement des contrôles et des sanctions. Une deuxième table ronde consacrée à la formation, enjeu central de montée en compétences et de professionnalisation. Et puis une troisième table ronde qui abordera la structuration même de la filière avec l'ensemble des présidents des fédérations représentatives du secteur, les organisations professionnelles, les indépendants, enfin bon. On attend beaucoup de ces échanges. S'agissant de la question de la formation, moi je crois beaucoup à la formation continue sur le terrain. Mais je suis d'accord, il faut un bloc de connaissances minimum. Bon, les organismes de formation font sans doute bien le job, mais il y a des propositions intéressantes qui ont été faites par mon collègue sur ce sujet-là. Les professionnels en discuteront. Là aussi, notre rôle à nous, c'est de faire des propositions. Certaines sont bonnes, d'autres sont pas bonnes. Moi, j'ai aucun ego. Si vous me dites, si à l'occasion des assises, vous me dites, non, mais votre truc, ça n'a aucun intérêt. Bon, ok, on va passer à autre chose. Mais on est là pour co-construire. Et la question de la formation doit être aussi au cœur de nos préoccupations. Ça peut vouloir dire, par exemple, si je prends l'exemple, pour adhérer à la fédération que vous imaginez, Daniel Labaronne, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faudra peut-être justifier d'un certain nombre d'heures de formation, comme on peut le faire pour les agents immobiliers, par exemple, pour la carte d'agent immobilier? Pour avoir sa carte professionnelle, si je puis dire, de diagnostiqueur immobilier, il faut déjà avoir un organisme de certification qui a reconnu votre compétence et qui s'engage à contrôler pendant un certain nombre d'années le bon niveau d'expertise. Bon, donc ce sera facile de prouver cela quand on voudra rentrer dans la fédération. Ce sera pas une contrainte supplémentaire. Si ce n'est que là, il y aura une fédération, on prouvera qu'on est bien un diagnostiqueur immobilier, et si on est un diagnostiqueur immobilier certifié, c'est parce qu'on aura suivi de la formation. Enfin, tout s'enchaînera, je crois, de manière assez fluide. En tous les cas, la fédération, elle pourra aussi faire un certain nombre de propositions sur les questions de formation.
sur la question de certification, sur la question du contrôle continu. Elle pourra faire des propositions sur les outils numériques permettant la traçabilité et faire en sorte qu'il n'y ait plus de diagnostiqueurs fantômes. Parce que la tablette sera complètement identifiée à l'opérateur qui la tient. Et si s'il y a Monsieur X qui utilise la tablette de Monsieur Y, on le verra tout de suite. Les outils existent. Hein. Moi, j'ai rencontré plein de start-up qui sont venus me voir en disant, Monsieur le député, mais nous, on a plein de solutions là. Hein. Bon, et même, alors attention, hein, je le dis, il faudra se poser la question de l'évolution du métier de diagnostiqueur immobilier. Bon, par exemple, s'agissant de la déformation due aux argiles, enfin, comment dit-on, bon, ça, c'est pas encore pris en compte dans la question des diagnostics. Des sols. Hein, la rétractation des sols. La rétractation des sols. Bon, donc, il y aura une évolution dans ce domaine. Mais il y aura aussi, et je crois qu'il faut que les diagnostiqueurs en soient conscients, il y aura aussi des solutions techniques pour mesurer l'étiquette d'une maison avec une valise qu'on posera au milieu du bien immobilier et qui permettra, grâce à des capteurs, de faire quelque chose de pas forcément aussi bien que les diagnostiqueurs immobiliers, mais qui apportera quand même des solutions techniques. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission, donc derrière tous ces sujets que vous avez évoqués en 1 heure et qui seront bien sûr détaillés à l'occasion des assises ce jeudi, il y a une question centrale, donc comment structurer durablement la filière. On commence par quoi, Daniel Labaronne ? Par créer une fédération nationale des diagnostiqueurs immobiliers. On crée l'enveloppe. Et puis à l'intérieur, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on y trouve. Un code de déontologie. 2, la mise en place d'un système disciplinaire de contrôle et de sanction à la main des professionnels, mais comme je l'ai dit, sous l'autorité par exemple d'un magistrat des tribunaux administratifs. Cette structure devra aussi avoir des commissions thématiques sur les questions de formation, sur les questions de nouvelles technologies. Voilà, mais ce seront professionnels de mettre en place. Bon. Et puis à un moment donné, se posera la question de l'élection du président. Donc il faut qu'on se réfléchisse sur la gouvernance d'une telle fédération. Un bureau, un président, un bureau, un conseil d'administration, enfin bref, comme dans toute association. Hein. Bon, on structure d'abord, et ça c'est une deuxième phase. Et là, moi, je plaide pour un diagnostic, une voix. Bon, c'est simple, c'est efficace. Tout le monde est représenté. Et puis, ce sera le jeu de la démocratie. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a déjà des organisations professionnelles qui sont structurées, qu'on connaît. Ce sera à elles de convaincre, d'élire un président issu de leur rang. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises dans des processus électoraux. C'est clair. Par conséquent, vous pouvez avoir aussi quelqu'un, un leader qui émerge, qui est un indépendant, qui est seul dans le Nord, dans le Sud ou en Touraine, où j'habite, et qui dit attendez, moi, je veux défendre les diagnostiqueurs immobiliers, regardez comme je suis beau et votez pour moi. Merci Daniel. Je peux pas mettre une question, monsieur le député. Alors, oui, mais rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. C'est un diagnostiqueur, une voix ? Ou est-ce que c'est aussi une secrétaire, une voix ou un... Écoutez, là, on réfléchira à ça. Une voix. A priori, comme ça, c'est plutôt un une diagnostiqueur, une voix, pas la secrétaire, parce que sinon, bon... En 30 secondes chacun, vous attendez quoi de ces assises ? En 30 secondes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Denis, puisque vous aviez la parole. Monsieur le député a travaillé 2 ans, je crois, sur le projet, donc un travail important. C'est un représentant du peuple. Sa parole, j'y porte beaucoup d'importance. À mon avis, ce n'est pas un effet d'annonce, c'est une trajectoire qui nous est déjà proposée. Merci. Jocelyn ? Moi, je dirais que ça va vraiment dans le bon sens. Et on va voir ce qui va se passer à l'issue des assises de demain. Mais c'est un bon début et j'espère que ça va vraiment structurer et qu'on pourra s'appuyer sur tout ce qui va être mis en place, en fait, pour enfin vraiment avoir un cadre pour notre profession. Vous allez suivre ça de très près, Exactement. bien évidemment. Fares ? Moi, j'étais très content que le député a pu déjà donner quelques pistes au niveau de l'avancement, que ce soit au niveau de sa réflexion ou éventuellement des pistes évoquées. Donc voilà, après, on va dire la balle est dans notre camp à tous. Et ce sera à nous de faire du mieux, justement, pour structurer cette profession, redorer le blason, donner ces lettres de noblesse d'une nouvelle fois et faire le maximum pour qu'on puisse émerger
émerger une solution qui pourra être bonne pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député, pour tout ce travail qu'a salué également Denis, que vous avez réalisé. Oui, je vous en prie. Peut-être dire que je n'ai pas été le seul à travailler sur ce rapport. J'ai été accompagné par un inspecteur général du ministère du Développement durable et puis par ma chef de cabinet, à qui je veux rendre hommage, qui a fait vraiment un travail remarquable. Exact, je confirme. Vous confirmez. Vous avez elle sera là aux assises et c'est elle qui a beaucoup travaillé pour l'organisation de cette manifestation. Bien évidemment, en lien avec le cabinet du ministre Vincent Jeanbrun. Et je veux saluer aussi son action. C'est-à-dire qu'il a repris le flambeau de Valérie Létard et il m'a fait entièrement confiance. Et je crois savoir qu'il n'y a pas vraiment l'épaisseur d'un papier à cigarette entre ma position et celle du ministre. Voilà. Et donc, on est une équipe. Il y a la DHUP aussi qui nous a beaucoup accompagnés. Bref, l'exécutif, le législatif, les professionnels. J'ai très bon espoir qu'on arrive à aboutir à quelque chose de tout à fait intéressant. Et la balle, il est vrai, est dans le camp des diagnostiqueurs. Mais j'ai confiance en eux et en leur professionnalisme. Voilà, et ces assises, c'est ce jeudi, demain. Donc merci, monsieur le député, d'avoir accepté de participer à cette émission. Et en longtemps qu'on vous voulait dans cette émission. Donc on est très heureux de vous avoir eu à la veille de ces assises. Merci à tous les quatre, Fares, à Denis, à Jocelyn, d'avoir participé à cette émission, à cet échange riche et sans détour. Un système qui n'est pas parfait, bon ça, on le savait, mais qui s'est nettement amélioré. Une priorité désormais, la stabilité et la structuration, la continuité de toute une filière du DPE. Merci à vous, le podcast coproduit avec FedExpert que vous pourrez retrouver sur Radio Imo. On salue Baptiste qui a réalisé cette émission et notre ami Grégoire Darico qui a produit ce nouvel épisode. Merci donc à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Imo et à très bientôt pour une nouvelle émission des défis de la transition énergétique. Les défis de la transition énergétique, une émission proposée par FedExpert. À réécouter et télécharger sur le site et appli de radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.